Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous pour ce deuxième numéro des Assises inclusives qui sera consacré à un thème très intéressant et inspirant, handicap et leadership au service d'un pays. Nous allons parler lors de ce moment d'échange de résilience, d'engagement, mais surtout de leadership et d'impact. Lorsqu'on parle de handicap, trop souvent, il est perçu à travers les stéréotypes, les préjugés et les idées déjà préreçues de la société. Pourtant, de nombreuses femmes démontrent chaque jour que le handicap peut aussi être une source de force, de détermination et de transformation sociale. Pour ce webinaire, le deuxième numéro, je le rappelle, nous avons avec nous, c'est un privilège d'ailleurs, une invitée dont le parcours incarne parfaitement ses valeurs de résilience, d'engagement, de leadership et d'impact. Je veux nommer Madame Aka Georgette Nelly. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience, votre vision et les parcours et les leçons que vous avez apprises de votre parcours. Bonne arrivée, Madame Georgette. Alors, merci beaucoup. Rebonsoir à tous. Bonsoir, Madame la modératrice de ce webinaire. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier déjà pour l'initiative et pour l'intérêt que vous avez porté sur ma personne. Et voilà, donc j'espère que ce sera un webinaire vraiment impactant et que les gens seront édifiés par mon parcours et mon expérience en tant que personne en situation de handicap. Dites-nous, lorsqu'on parle de Madame Aka Georgette Nelly, qui êtes-vous? Que peut-on retenir de votre personnalité? D'abord, Aka Georgette Nelly, c'est une personne en situation de handicap moteur. J'ai une licence en marketing management, également un certificat en digital management. J'ai été candidate aux élections législatives 2025 en Côte d'Ivoire. Je suis maman de 2 enfants. Je suis assistante administrative à la fonction publique au ministère de la Jeunesse en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, je suis une personne engagée dans la défense des droits des personnes en situation de handicap et je suis également blogueuse pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est ce que vous devez retenir de moi. D'accord. Racontez-nous alors votre parcours et les moments clés qui ont façonné cette femme que nous avons avec nous aujourd'hui. Mon parcours déjà, c'est que je suis une personne en situation de handicap depuis l'âge de 3 ans par accident et ensuite erreur médicale. Et en 2018, je décide de créer mon blog, mon plus grand atout, pour parler de mon quotidien en tant que personne en situation de handicap, euh, des préjugés des gens, des regards des gens et comment j'ai réussi à surmonter ces défis de la société et comment j'ai réussi à les transformer comment je vais dire ça, en force et en atout pour moi. Et à quel moment clé de votre parcours vous avez décidé de ne plus laisser ou de ne pas laisser votre handicap être une limite pour vous? Je pense que tout part d'un déclic. Hein. Tout part d'un déclic. Et c'est au fil du temps que j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à me donner de la valeur déjà. Et comment je vais dire ça? J'ai commencé à me donner de la valeur et j'ai commencé à transformer mon handicap en une force, en un atout. Et j'ai commencé à comprendre que pour moi, c'était pas, ça ne devait pas être un frein
à mes objectifs. Ça ne devait pas être, comment je vais dire ça, ça ne devrait pas être un obstacle ou une barrière pour moi. Je pense que c'est à ce moment-là que le déclic est venu et que j'ai commencé à me rendre compte et à transformer mon handicap en une force, tout simplement. J'ai entendu quelqu'un parler. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, Madame Georgette. Mhm. Donc, il ne faut pas laisser le handicap définir sa valeur, mais il faut voir au-delà du handicap et vraiment avoir confiance en soi. Est-ce Exactement. qu'il est déjà arrivé que vous doutiez de vous et comment êtes-vous arrivé à surmonter ces moments de doute, ces moments où vous perdez confiance en vous? Des moments de doute, ouais, je dirais que oui, il est arrivé des moments où j'ai douté de moi. Parce que quand je me suis engagée dans la défense des droits des personnes en situation de handicap en 2018, j'ai intégré une association et j'avais la responsabilité d'accompagner une jeune fille pour le maintien de sa scolarisation. Voilà. Donc, c'était difficile parce que financièrement, j'étais limitée. Et, et c'est vrai qu'on accompagne des gens dans le domaine, je vais dire peut-être de manière morale, de manière psychologique, pour que ces personnes puissent avoir un moral haut, pour pouvoir vivre leur vie convenablement. Mais lorsque le moyen financier, il n'y est pas, c'est compliqué. Et c'est à cet instant-là que j'ai commencé à douter de moi, parce que je fonctionnais sous fonds propres. J'ai commencé à douter de moi. Je me disais, mais est-ce que je pourrais franchement répondre aux besoins de ce projet-là? Est-ce que je pourrais accompagner convenablement cette jeune fille pour qu'elle puisse réussir à son examen, pour que ça puisse vraiment servir d'exemple, pour que ce soit un projet impactant, pour que les gens comprennent que même lorsque nous sommes en situation de handicap, on peut réussir facilement. Est-ce que je pourrais? Je pense que c'est à cet instant-là que j'ai commencé à douter de moi. Mais pour moi, c'était pas un doute, c'était juste un doute éphémère. Parce que à travers mon blog, pour moi, il y a des personnes qui puisaient leur force. Lorsque je racontais mes histoires, il y a des gens qui étaient édifiés, il y a des personnes qui arrivaient à se relever, il y a des personnes qui, peut-être même sans m'en rendre compte, peut-être qui visitaient chaque jour ma page pour avoir une once de motivation, qui était épanouie. Donc pour moi, si je devais peut-être arrêter, ou bien si je devais dire, ben non, je suis fatiguée, je suis épuisée, pour moi, ça allait être un grand échec. Donc, à ce moment-là, j'ai relevé ma tête. Je me suis dit, ben, je sais pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce combat-là. Donc, je peux douter, ça arrive, mais il faudra que je me relève. Donc, j'ai décidé de travailler avec les moyens de bord pour atteindre mon objectif. Et par la grâce de Dieu, la jeune fille que j'ai décidé d'accompagner a réussi à son examen tranquillement. Et puis, voilà, c'était satisfaisant. Vraiment inspirant. Et je pense que ce sont tous ces faits-là qui vous ont certainement amené à vouloir vous battre davantage, à vouloir accompagner d'autres filles. Et cela m'amène à vous demander pourquoi vous vous êtes engagé dans la politique. Pourquoi je me suis engagée dans la politique? J'aime bien cette question-là. Parce que ça répond en même temps à plusieurs questions de la société, à plusieurs domaines déjà de la société. Avec mon blog, mon plus grand atout, je me suis dit que j'étais limitée déjà. Bon, pas limitée pas limitée en, comment je vais dire ça, en termes de moyens, mais c'est bien beau de toujours rédiger des articles pour dire, ben oui, aujourd'hui, par exemple, j'ai croisé des regards de personnes en situation de handicap, voilà comment je me suis comportée. Mais finalement, à la fin de la journée, je me posais la question de savoir, mais qu'est-ce que ça apporte concrètement en fait? Quel impact ça donnait réellement aux personnes qui sont en situation de handicap? Quel impact ça donnait à l'évolution du handicap en Côte d'Ivoire? Et je me demandais également, c'est vrai que j'édifie,
Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça fait exactement? Parce qu'une fois que j'ai fini de rédiger mes articles, j'ai fermé, que ce soit mon ordinateur, mon téléphone, ben c'est fini, quoi. J'ai fini, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte? Et en tant que personne qui travaille également sur le terrain, je me suis dit, mais pourquoi ne pas porter la voix des personnes en situation de handicap? Pourquoi ne pas être à la place des instances de décision? Parce que c'est nous-mêmes qui devons changer les choses. Pour moi, c'est nous-mêmes qui devons être aux instances de décision pour pouvoir faciliter notre inclusion dans la société, pour pouvoir voir notre intégration également dans la société. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui m'a motivée à me lancer en politique, être aux instances de décision. Donc, je ne voulais plus me limiter aux réseaux sociaux, je ne voulais plus me limiter aux associations, mais j'ai compris qu'il y a un réel besoin d'être aux instances de décision. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer en politique. Et quels ont été les préjugés ou les situations auxquelles vous avez été confrontés en tant que femme en situation de handicap dans le parcours, dans cet engagement politique? Ben, vous savez, en tant que déjà personne en situation de handicap, il y a beaucoup de personnes qui doutent en vos capacités. Ça, c'est le premier obstacle. Vous minimisez. On se dit, ben, peut-être qu'elle est là juste peut-être pour se faire voir. Elle ne va rien apporter, en fait. On doute souvent de vos compétences, on doute de votre, comment on va dire, de votre savoir, en fait. Je pense que ce sont comme je dirais, c'est le plus gros préjugé que les personnes en situation de handicap subissent, en fait, dans la société. Ensuite, j'ai finalement préféré laisser mes actions répondre à ces préjugés-là. Répondre dans le sens où j'ai fini par montrer aux gens qu'une personne en situation de handicap peut oser, peut saisir les opportunités, peut atteindre ses objectifs malgré la différence. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai pu répondre à ces préjugés-là. Et puis, je pense que c'est le plus gros préjugé. On vous minimise, on doute de vos compétences, tout simplement. Je retiens de votre réponse qu'il ne faut pas forcément chercher à s'expliquer, mais parfois laisser nos actions montrer aux autres notre valeur, montrer aux autres ce dont nous sommes réellement capables. Et entre le genre et le handicap, parce que le genre, c'est une question qui est posée régulièrement, qui revient. Donc, entre le genre et le handicap, lequel constitue selon vous la barrière la plus difficile à franchir aujourd'hui? Entre le genre et le handicap, moi, je ne ferai pas de choix. Je dirais que les deux. C'est une combinaison des deux. Pour moi, être femme déjà, c'est une barrière dans la société. Et en plus de ça, être une femme en situation de handicap, c'est être 2 fois plus vulnérable. Vulnérable dans le sens où la société déjà a tendance à rabaisser ou à minimiser, comme je viens de dire, les femmes, à douter des femmes. Et de surcroît, une personne qui est en situation de handicap, je pense que ça accentue encore plus euh, ces préjugés-là, ça accentue encore plus cette marginalisation. Donc pour moi, la barrière, c'est une combinaison des deux. Être en situation de handicap, être une femme et être en situation de handicap, c'est être 2 fois plus vulnérable. C'est déjà une barrière parce que on ne vous offre pas nécessairement toutes les opportunités, on ne vous offre pas les portes nécessaires pour que vous puissiez vous exprimer. Tant que vous ne forcez pas, tant que vous n'osez pas. Donc moi, je dirais que les deux représentent une barrière. Il n'y a pas de plan à faire entre genre et handicap, mais concilier les deux et œuvrer à, à permettre aux personnes de voir au-delà de cela, de considérer la personne en elle-même. On ne peut pas parler de ces éléments-là, genre et handicap, sans parler de leadership inclusif. Pour vous, qu'est-ce que c'est?
J'ai pas compris la question. J'ai pas entendu à la fin. Ok. Je reprends. Mhm, On ne peut pas parler de genre, on ne mhm. peut pas parler de handicap sans inclure le leadership parce qu'il faut mener des actions pour pouvoir changer la mentalité des personnes concernant ces sujets-là. Ok. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'un leadership inclusif? Alors pour moi, un leadership inclusif, c'est un leadership qui ne laisse personne de côté. C'est un leadership qui permet à tout le monde de s'exprimer. C'est un leadership qui travaille avec tout le monde, qui intègre tout le monde, qui tient compte de la réalité de tout le monde. Donc pour moi, un leadership inclusif, c'est ça, c'est travailler avec tout le monde, prendre tout le monde en compte, que ce soit les différences, que ce soit les qualités, que ce soit les compétences, travailler avec tout le monde et permettre, comment je vais dire ça, permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer et puis voilà, s'adapter aux différences. Pour moi, c'est ça un leadership inclusif. Comme j'aime bien parler d'inclusion, pour moi, c'est ça, un leadership inclusif. D'accord. Derrière chaque leader, il y a une vie personnelle et une vie familiale. Comment arrivez-vous à concilier votre rôle de mère avec vos responsabilités professionnelles et politiques? Ah, d'accord, ok. Mon rôle de mère, déjà, vous savez, après, les enfants, ils apprennent super vite, surtout quand ils sont en bas âge. Et surtout dans une société qui porte un regard différent sur les personnes en situation de handicap. Donc déjà, moi, j'éduque mes enfants comment je vais dire ça, à tenir compte de tout le monde, à tenir compte des différences de tout le monde. Parce que mes enfants sont quand même grands, ils me voient, ils savent que j'ai un handicap. Il arrive des moments où j'ai des discussions avec eux sur mon accident, comment ça s'est passé et tout. Donc, je les emmène à comprendre qu'il existe des gens qui sont différents, mais que ces personnes qui sont différentes-là ne sont pas des personnes à part entière. Elles restent des êtres humains. La manière dont vous voyez votre maman, oui, vous me voyez en être humain. C'est comme ça lorsque vous sortez et que vous voyez vos amis qui ont un handicap ou quoi que ce soit, vous devez les traiter de la même manière. Et il arrive des moments où il y a des événements des personnes en situation de handicap auxquels j'assiste, ben, je les prends, je vais avec eux pour qu'ils puissent comprendre que ben, il y a des personnes comme ça qui existent dans le monde, mais que ce ne sont pas des personnes qu'on doit sous-estimer. Donc, je leur apprends ça. Ça fait partie intégrante de notre vie quotidienne. On en parle souvent, on discute souvent. Et puis voilà, je me rappelle qu'une fois, ma fille est revenue de l'école. Et elle est revenue de l'école, elle me dit, on était sur le chemin, et elle me dit, ah, maman, aujourd'hui, on était à l'école, et il y a des gens qui sont venus à l'école pour poser des questions, pour savoir si on connaît des personnes qui sont en situation de handicap. J'ai dit, ah bon? Et qu'est-ce que tu as répondu? Elle m'a dit, oui, j'ai dit que ma maman est en situation de handicap et tout ça. Donc, j'ai dit, ah ben finalement, ça veut dire qu'elle a compris. C'est pas que, pour moi, c'était pas qu'elle a compris que c'était une différence, mais elle a compris déjà ce que c'est qu'être en situation de handicap. Elle a compris déjà comment se comporter lorsqu'on est en face d'une personne en situation de handicap. Donc pour moi, c'est très important. Je mets un accent sur cette éducation parce que ben, à l'école, ils rencontrent des gens, ils rencontrent les mêmes personnes. Donc je lui dis tout le temps, on ne se moque pas des personnes qui sont dans ce cas. On ne rigole pas. Si tu vois tes amis rigoler, tu leur dis non, on ne fait pas ça. Donc voilà, c'est comme ça un peu que moi, j'accentue mon éducation avec mes enfants. Maintenant, ce qui concerne mes responsabilités politiques et mes responsabilités professionnelles, ben, j'arrive à jauger. J'arrive à jauger. Tout part d'un bon planning. Voilà, j'arrive à faire, je me fais un bon planning pour essayer d'être disponible pour mes enfants, pour essayer aussi d'être d'être excellente dans mon milieu professionnel et puis dans l'engagement politique également, de pouvoir être formée convenablement. Parce qu'après, c'est ma première fois dans la politique.
Et aujourd'hui, moi, je mets un accent sur la formation politique. Donc, je pense que c'est ce que je peux répondre à cette question. Donc, votre parcours a eu un réel impact sur la manière dont vous éduquez vos enfants. Exactement. Et quel regard votre entourage porte-t-il aujourd'hui sur votre engagement? Au départ de mon engagement, je vais dire, au-delà même du fait que je me sois engagée sur les réseaux sociaux, dans la rédaction d'articles et tout, j'ai eu un entourage qui m'a toujours encouragée déjà. Du fait que, voilà, il ne sentait pas réellement que je m'apitoyais sur mon sort. Il ne sentait pas vraiment la différence lorsqu'il se trouvait en ma compagnie. J'aidais beaucoup les personnes même qui sont en situation de handicap. J'ai impacté beaucoup mon entourage sur la manière dont ils doivent prendre le handicap et tout parce que je suis en situation de handicap et ça, ils réagissent différemment lorsqu'ils sont, par exemple, s'ils sont en ma présence et qu'il y a une personne qui est en situation de handicap en face d'elle, ils vont automatiquement penser au fait que je sois une connaissance. Donc peut-être ils vont se dire, ben, ils sont empathiques. Je dirais tout simplement qu'ils sont empathiques. Ils se disent, ben, si je dois peut-être me moquer ou bien si je dois peut-être proférer des railleries à cette personne-là, comment mon ami se sentira? Donc je pense que quelque part, j'ai pu impacter mon entourage en amont. Et après, la création, mon engagement pour la défense des droits des personnes en situation de handicap, j'ai senti une grande fierté. Je dirais que il ne, pas qu'il ne croyait pas en moi, mais il ne pensait pas que je pouvais oser jusqu'à ce point. Parler de ma vie, des gens même, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à exprimer, à parler, ne serait-ce même que de leur handicap. Et moi, j'ai transformé cela en, en un coaching, je dirais. Donc, ils ne s'attendaient pas à ce que je puisse pousser loin ou bien briser ces barrières-là du handicap, notamment sur les réseaux sociaux. Ils n'imaginaient pas. Et aujourd'hui, j'ai un entourage qui se sent 2 fois plus fier de mon engagement. J'ai un entourage qui se sent, je vais dire, extrêmement fier et extrêmement reconnaissant du fait que, voilà, je me sois engagée dans la défense des personnes handicapées. Et je reçois tellement d'attention, je reçois tellement d'encouragement de mon entourage. Et voilà, ça me motive de jour en jour afin de pouvoir impacter encore plus ma communauté. Merci beaucoup, vraiment inspirant. Et si nous portons un regard de façon globale sur la société d'aujourd'hui, pensez-vous que les femmes en situation de handicap sont fortement représentées dans les instances de prise de décision politique? Je dirais que non. Euh, il y a très peu de femmes. Je ne dirais pas qu'il n'existe pas de femmes en situation de handicap qui s'engagent dans la politique, mais je dirais qu'il y a très peu de femmes qui, qui s'engagent dans la politique. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur déjà comment je vais dire ça, des préjugés. Et, elles ont peur déjà des préjugés. Elles ont, elles veulent pas oser. Mais je dirais qu'il y a beaucoup plus de peur. Et elles n'ont pas, il y en a aussi qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Peut-être qu'il existe 10 000 femmes comme moi qui ont juste envie de se lancer dans la politique. Il existe 100 000 femmes comme moi. Mais est-ce qu'il y a la possibilité dans leur environnement de pouvoir s'exprimer, de pouvoir saisir l'opportunité, de pouvoir saisir l'opportunité de s'exprimer? Voilà. Donc moi, je pense que ce sont ces obstacles, ce sont ces barrières-là qui existent en fait et qui empêchent peut-être les femmes en situation de handicap de s'engager. Moi, c'est ce que je peux dire. Et quelles sont les actions concrètes que nous pouvons mener ou quelles sont les actions concrètes qui peuvent être mises en place pour permettre à ces femmes-là de pouvoir se faire une place dans ces instances de prise de décision? D'accord. Donc, j'ai parlé d'opportunités. J'ai parlé d'opportunités et j'ai dit que
les femmes aujourd'hui n'arrivent pas à saisir les opportunités convenablement pour s'engager dans la politique. Donc, ce que je peux dire, les actions qu'on peut, comment je veux dire ça, les actions qu'on peut créer pour permettre à ces femmes-là, il faut juste créer des formations. Des formations déjà, et puis leur permettre de s'exprimer. Il ne faudrait pas dire, ben ouais, aujourd'hui, on crée des opportunités réelles. Venir faire un discours, non, aujourd'hui, on décide de créer une opportunité réelle pour les femmes en situation de handicap. Et en amont, il n'y a rien qui est fait. On crée des opportunités, oui, mais il faudrait que ces opportunités-là, ces opportunités-là puissent être palpables pour moi. Il faudrait que ces opportunités-là puissent être réelles. Voilà. Il faudra qu'on fasse des formations pour les femmes qui sont en situation de handicap, oui, pour qu'elles puissent comprendre ce que c'est que la politique, comment elles peuvent s'engager dans la politique, et puis leur permettre d'intégrer, que ce soit, comment on va dire ça, des instances de décision tout simplement, afin qu'elles puissent s'exprimer. Parce qu'après, la politique, c'est ça aussi. C'est aussi ça, permettre de s'exprimer, permettre de savoir que nous comptons, permettre de savoir, ça nous permet de savoir que nous existons, ça nous permet de savoir que notre voix porte et qu'on défend et qu'on impacte. Mais lorsque nous sommes en situation de handicap, beaucoup de femmes sont invisibles. Elles sont invisibles. Et du coup, quand vous êtes invisible, il y en a d'autres qui se renferment parce qu'elles se disent, ben, finalement, est-ce que je fais le poids? Est-ce que je pourrais dire quelque chose peut-être à l'Assemblée nationale ou peut-être dans la politique et les gens pourront m'écouter? Non, il faudrait juste créer un cadre. Il faudrait créer des opportunités pour que ces femmes-là puissent s'exprimer. Il y a d'autres qui ont la volonté. Il y a d'autres peut-être qui n'ont pas la volonté, mais qui ont besoin d'autres personnes pour les motiver. Si aujourd'hui, elles voient qu'il existe beaucoup de personnes qui se sont lancées dans la politique, ben, elles vont suivre. Elles vont dire, ben, si cette personne a osé, c'est que moi, je peux le faire. Donc, créer des opportunités, créer des formations, et puis mettre en avant des leaders qui se sont déjà lancés dans la politique pour pouvoir, comment je vais dire ça, impacter d'autres femmes et puis les amener aux instances de décision. C'est ce que je peux dire. D'accord, merci. Et si nous souhaitons rendre la société vraiment plus inclusive, que devrions-nous changer? Le plus gros problème aujourd'hui de l'inclusion, c'est le regard des gens, le regard de la société. Parce qu'il y a, vous voyez même dans nos sociétés, il y a peu de campagnes de sensibilisation sur le handicap. Il existe peu de campagnes sur le handicap. On ne peut même pas faire même, c'est-à-dire vous ne pouvez pas regarder la télévision et vous allez voir ne serait-ce qu'une seule campagne de sensibilisation sur le handicap. Même le 3 décembre, ça n'existe pas. Même le 3 décembre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelque part. Donc pour moi, la société doit nous aider à changer le regard. Je vais dire oui, je vais dire la société doit changer, pardon, le regard qu'elle porte sur les personnes en situation de handicap. Parce qu'on se dit, oui, nous sommes des incapables, on n'a pas de compétences, on n'ose pas, pour eux, on est invisible en fait. Donc pour moi, on doit mettre un accent sur la sensibilisation déjà. Une fois qu'on sensibilise pour dire que les personnes qui sont en situation de handicap sont des êtres humains comme vous, les gens vont changer de regard. Les gens vont nous traiter juste comme des êtres humains. Donc, lorsqu'on veut prendre des décisions, ah oui, mais toi, tu es là, on ne va pas te dire non parce que tu es en situation de handicap, donc on veut forcément te mettre dedans. Non. On va dire, ah, mais toi, tu es là, tu as telle compétence. Je vois que tu as un bon parcours, donc je peux t'intégrer dans ce que je veux faire. C'est ça, en fait. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais moi, aujourd'hui, j'ai osé. C'est-à-dire, des choses que d'autres personnes peut-être n'allaient pas pouvoir le faire. Peut-être elles se disaient, ben, si je suis en situation de handicap, quand j'ai voulu me mettre en avant, les gens vont me regarder. Ils vont dire, mais celle-là, normalement, elle doit être discrète. Elle doit être dans son coin. Elle doit pas se faire voir. Parce que regardez même sa situation. Mais elle aime se faire voir. Mais oui, je veux me faire voir. Parce qu'il faudra que les choses changent. Il faudra que les mentalités changent. Il faudra qu'on soit, comment je vais dire ça, on soit traité au bas de l'échelle. Oui, parce que c'est ce qui permettra aujourd'hui une inclusion réelle. C'est pas venir faire une inclusion sur papier pour dire oui, aujourd'hui on décide d'inclure. C'est quand peut-être il y a des événements où, et je vais dire peut-être même des événements internationaux. Parce qu'à l'international, par contre, eux, ils ne parlent pas forcément d'inclusion, mais ils disent qu'on a besoin de tel quota, que ce soit personnes handicapées, tel quota, tel quota, tel quota.
Et c'est généralement comment on va dire ça, quand il y a ces événements-là, qu'ils savent qu'il y a des personnes en situation de handicap qui existent, juste pour remplir leurs statistiques. Mais c'est pas comme ça que ça doit se faire, parce qu'on est juste dans une société. Donc, tout le monde doit être intégré, tout le monde doit être pris en compte. Et moi, je pense qu'à partir de ça, les choses vont changer. Sensibilisation déjà, pour que tout le monde puisse changer de regard sur les personnes en situation de handicap, qu'on puisse nous traiter à part entière. Moi, je pense que c'est ce que je peux dire. Donc, il ne faudra pas juste dire qu'on voudra une société inclusive, mais il faudra poser les actions qu'il faut en mettant un accent particulier sur les sensibilisations. Si vous devriez adresser un message ou 2 messages à une jeune fille ou aux jeunes filles en situation de handicap qui hésitent à s'engager, quel serait ce message ou ces messages? Moi, je dirais qu'il faut croire, il faut qu'elle croie en elle. Même quand personne ne va croire en elle, il faudra qu'elle-même croie en leur capacité de pouvoir apporter quelque chose à la société. Le handicap, pour moi, c'est pas une fatalité, non, pas du tout. Euh, je vois souvent des gens dire, ben, non, peut-être que toi, ton handicap, c'est pas aussi lourd que ça. Tu arrives à te déplacer, tu peux parler, tu peux... En fait, le type de handicap, pour moi, il compte pas. Le plus important, c'est d'oser, de croire en soi. Une fois que tu crois en toi, c'est fini. Il y a aucune chose qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Quel que soit le type de handicap que tu as, il faut juste que tu crois en toi. Il faudrait juste que tu te dises que tu peux apporter, tu peux porter la voix des personnes en situation de handicap. Tu peux permettre que, tu peux impacter, tu peux permettre que ton avis ou même tes décisions puissent être prises en compte, pour que ça puisse changer, pour que les autres puissent changer. Moi, j'aime bien prendre mon exemple parce que je me maîtrise plus que toute autre personne. Je ne dirais pas que c'est forcément à partir de moi que les gens commencent à s'assumer sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui commencent à sortir de leur cachette lorsque ils ont commencé à voir peut-être moi, et peut-être lorsque j'ai commencé peut-être à parler de ma situation sur les réseaux sociaux, je sais qu'à partir de cet instant-là, il y en a d'autres qui sont sortis sur les réseaux. Il y en a d'autres qui ont commencé à croire, mais j'ai de la valeur, j'ai ci, j'ai ça. C'est ça le plus important. Moi, c'est pas une personne qui m'a conseillé de, comment je vais dire ça, de m'engager pour les personnes en situation de handicap. Non, je me suis assise. Je dis, ben, j'ai de la valeur. Les gens me disent, oui, c'est vrai que tu impactes de manière. Je dis, mais pourquoi ne pas élargir cela? Pourquoi ne pas parler? Au début, je voulais écrire un livre dans lequel j'allais pouvoir, parler de mon histoire et tout. Mais finalement, bon, comme Dieu sait faire les choses, j'ai fini de faire mes écrits et tout, et j'ai perdu mes écrits. Donc après, j'ai découvert le blogging, comment je peux le dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à j'ai commencé à rédiger des articles et tout sur mon quotidien. Et Dieu merci, ça a impacté des gens. Donc vous imaginez 2 ou 3 personnes comme moi qui font la même chose. Mais il y aura des milliers de personnes qui vont s'assumer sur les réseaux sociaux sans tenir compte des gens. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui, on ne reçoit pas des railleries. On reçoit des railleries sur les réseaux. Les gens, quand ils voient, ah ben, celle-là même, elle dit quoi? On reçoit. Mais ça ne doit pas nous empêcher. Moi, je me connais, je suis très active sur les réseaux. Il arrive des moments où je me connecte sur les réseaux et je vois des gens qui partagent des posts des personnes qui sont en situation de handicap pour rigoler un peu. Non, cela même. Surtout, les gens qui subissent beaucoup de railleries. Je ne dirais pas que les personnes handicapées physiques ne reçoivent pas des railleries, mais les gens qui subissent beaucoup de railleries, ce sont les gens qui sont trisomiques. Les enfants qui souffrent de la trisomie, là, ils subissent beaucoup de railleries parce que les gens utilisent beaucoup les vidéos pour faire des trucs. Mais moi, je ne manque pas de partir en commentaire, même si les gens m'insultent pour me dire, ben oui, mais je sais au moins que mon message est passé. Grâce à mes commentaires, il y a beaucoup de personnes qui ont supprimé leur post lorsqu'ils étaient de faire des railleries. Parce que c'est ça, en fait. C'est de croire en toi. Moi, je crois en moi, même si les gens m'insultent, me disent, oui, je sais au moins que mon message est passé. Il y a tellement confiance en moi que je sais que même si j'ai écrit là, même si les gens m'insultent là, ça ne peut pas me faire mal. Ça me glisse juste sur le corps. Mais au moins, je sais que mon message est passé. Donc, c'est qu'elle croit en elle. Il ne faudrait pas qu'elle pense qu'elles sont invisibles. Il faudrait oser. C'est-à-dire, elles doivent frapper aux portes ou les portes qui sont fermées là. Elles doivent oser. Elles doivent taper. Même si elles doivent prendre un bois même pour taper fort pour qu'on ouvre là. Elles doivent faire. Elles doivent oser. Elles doivent se lever. Parce que
C'est vrai que nous, on va militer, on va dire, on va faire. Mais pour que les choses changent aussi, c'est que des gens peuvent, les personnes même qui sont dans cette situation aussi, doivent comprendre aussi que qu'ils ont de la valeur. Donc, ils doivent donner un poids à notre combat. Ils doivent donner un poids à notre sensibilisation. Donc, moi, je pense que c'est le message que je dois donner. Osez, croyez en vous. Si les gens ne croient pas en vous, croyez en vous. Un jour, ils vont croire en vous. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Croire en soi et oser. C'est ça. Et au-delà de tout cela, je retiens également que ce que vous acceptez, la réalité que vous acceptez ne peut plus vous faire mal, même si les personnes sont, même si les personnes disent tout ce qu'elles veulent de cela. Avant de permettre aux participants de poser leurs questions ou de faire leur apport, dites-nous aujourd'hui, lorsque vous regardez votre parcours depuis le début, quelle est votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est que j'ai réussi à transformer mes épreuves en engagement. J'ai réussi à transformer mes épreuves en engagement. Et j'ai réussi également à transformer mon engagement en impact. Pourquoi j'ai réussi à transformer mes épreuves en engagement? Parce que, ben, tout simplement, mon histoire a servi à édifier beaucoup de personnes. Lorsque je racontais mon histoire sur les réseaux, mais nous, on ne savait pas que tu étais en situation de handicap. Hein? Ben, nous, on ne savait pas que tu avais un handicap. Et j'ai commencé à parler de mon histoire. C'est devenu un engagement. Et finalement, j'ai décidé de travailler avec les organisations, des ONG, pour comprendre encore plus le handicap. Parce qu'au début, il y a des choses que j'ignorais. Il y a des choses que j'ignorais sur le handicap. Oui, je sais que j'étais handicapée, mais je sais, il y a plein de choses que j'ignorais. Ça m'a permis de m'engager, ça m'a permis de connaître des réalités, ça m'a permis de croire en moi, surtout ça. Ça m'a donné encore plus confiance en moi. Et comment je vais dire encore? Ça m'a permis de sensibiliser. Ça m'a permis ça m'a permis de montrer à la société qu'on doit avoir un autre regard sur les personnes en situation de handicap. Donc, si je veux résumer mon parcours, je dirais que j'ai transformé mes épreuves en engagement. J'ai transformé mon engagement en impact. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai eu à raconter a édifié plein de personnes, ça a impacté les gens et je suis très fière de moi. Même si ce n'est pas forcément ce que j'aurais voulu un impact encore plus grand. Mais de toutes les façons, on y va doucement. Mais je suis très fière de mon parcours parce que mes épreuves ont permis à impacter la société dans laquelle je suis aujourd'hui. Merci, Madame Georgette, pour ce partage sincère. Nous allons permettre aux participants de vous poser leurs préoccupations ou s'ils ont des apports ou suggestions à les faire. Chers participants, chères participantes, la parole est à vous. Allô? Oui, hello. Oui, ici on m'appelle Michel Gaïta depuis Bénin. Enchantée. Je suis une personne en situation de handicap moteur. Je suis aussi le secrétaire des personnes handicapées de l'arrondissement, de notre arrondissement. En fait, vraiment, Madame Georgette, je voudrais vraiment vous remercier pour vos enseignements et puis vos conseils, vos discours. Merci beaucoup à vous. Et vraiment, j'ai suivi de bout en bout tout ce que vous avez dit et vraiment, je dirais que c'est super. Et merci également pour votre courage d'être dans, dans, dans la fonction publique de l'État. Vraiment, c'est encourageant. Vraiment encourageant. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, puisque au Bénin aussi, il y a les décrets, les lois qui sont déjà votées pour les personnes handicapées au Bénin. Et nous avons aussi ces accès-là. On rend grâce à Dieu pour toutes ces choses. Parce que l'État aujourd'hui est en train de penser aux personnes handicapées. Là,
Rendons grâce à Dieu. Alors, et moi, je voudrais donner aussi un petit conseil. Voilà. Madame Georgette a déjà tout dit. Et nous, personnes handicapées, il ne faudra pas que nous disons que nous ne sommes rien. Sinon, il y a des personnes handicapées qui se cachent et ils disent que ils n'ont personne. Ça dit, ils sont inutiles, quoi. Ils pensent qu'ils sont inutiles dans la société alors que ce n'est pas ça. On doit sortir, on doit oser, comme Madame l'a dit tout à l'heure, Madame Georgette l'a dit tout à l'heure, bien sûr. On doit oser, on doit également, comment on appelle, donner nos opinions dans la société. On doit participer euh, aux différentes réunions, aux assemblées. On doit aussi, ça dit, on doit sentir une motivation en soi-même de pouvoir s'engager pour pouvoir intégrer dans des choses, même si la chose est impossible pour des personnes bien portantes. S'ils trouvent que c'est impossible pour nous, les personnes handicapées, on doit leur montrer que ce n'est pas impossible pour nous. Nous sommes capables de le faire. Comme eux le font, nous aussi, nous sommes capables de le faire. Parce que nous avons les mêmes têtes. Ils ont une tête, nous avons aussi une tête. Alors, ainsi, en tant qu'être humain, nous avons aussi nos droits de faire tout ce qui... Moi qui suis ici, par exemple, moi, j'ai fait tout. J'ai fait tout. Tout ce que j'ai trouvé là, je m'intègre dedans. Je ne me sens pas comme une personne handicapée. Je ne me sens pas comme une personne handicapée. Je me sens comme quelqu'un, un être, c'est-à-dire bien portant. Normalement, c'est ce que nous devons nous sentir, nous les personnes handicapées. Et je voudrais dire aux gens là qui se mettent à l'écart pour dire, qui se cachent pour dire que ils sont inutiles dans la société là, c'est-à-dire les personnes handicapées là, ils n'ont qu'à sortir de leur coin et se montrer à la société qui sont aussi utiles pour la société. Ils peuvent aussi s'engager. Monsieur Michel, nous allons permettre également aux autres participants de s'exprimer. Oui. Nous avons... Allô? Oui, Monsieur Michel, merci beaucoup pour votre apport. Merci beaucoup, parce que j'ai monopolisé la parole. Excusez-moi, parce que je suis très fier de Madame Georgette, vraiment, je suis très content d'elle. Merci beaucoup, Merci je vous laisse, Merci. je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Monsieur Anthony, vous avez la parole. Je vais permettre à Ephisie d'intervenir juste après Monsieur Anthony. Merci. Voilà. Bonsoir la famille. Bonsoir. Comment vous allez? Ok, je passe par ici pour remercier les uns et les autres, surtout la présentatrice, Madame Georgette. Merci. Elle a fait une très belle présentation. Ici, c'est Monsieur Anthony Amessi depuis Comé Bénin. Je suis le secrétaire général des personnes handicapées de la commune de Comé. Et c'est mon secrétaire qui vient d'intervenir en première position tout à l'heure, M. Gaëtan Michel. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai suivi tout le début de cette présentation jusqu'à l'heure où on parle. J'ai été persuadé, ça m'a encore donné du réconfort. Et d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on corrige quelque chose avant que j'aille sur le vif du sujet. J'aimerais dire aux uns aux autres que selon
les lois qui ont été votées en République du Bénin, nous ne disons plus personne en situation de handicap, mais nous disons personne handicapée. Personne en situation de handicap parce que ça ne se dit plus parce que quand on dit personne en situation de handicap, sa situation, son handicap est une courte durée. Et d'ici là, cette personne va retrouver sa santé initiale. Alors, si une personne qui est dans une situation de handicap et qu'elle voit que son handicap est éternel, c'est pour ça là que le Bénin a opté pour dire personne handicapée. Ok. Là, son handicap, c'est pour l'éternité, jusqu'à la mort, quoi. Oui, c'est permanent. Voilà. Donc, je tenais à faire cette clarification-là d'abord. D'accord. OK. Madame, j'ai un certain nombre de questions à vous poser. La première, avant que vous ne soyez personne handicapée, Ok. parce que moi aussi, je suis dans votre état, je suis une personne handicapée physique, ou c'est-à-dire communément appelée personne moteur. D'accord. Voilà, donc j'ai mal aux pieds. Ok. Je suis dans tricycle Oui, actuellement. il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, avant que vous ne soyez une personne handicapée, comment vous traitiez, je mets ça à l'imparfait, quoi. Comment vous traitiez les personnes handicapées en votre temps? Quel regard aviez-vous envers les personnes handicapées lorsque vous n'étiez pas une personne handicapée? Voilà. Et maintenant que vous êtes une personne handicapée, comparez-nous ces deux choses-là. Comparez-nous ces deux temps-là. Et dites-nous sincèrement au fond de votre cœur si c'est la même chose ou bien vous regrettiez votre passé. Voilà. Et autre question. Et vous avez dit que vous êtes un personne handicapée, ça fait 3 ans. Et vous avez 2 enfants. Non, depuis l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, c'est bon. Sinon, j'aimerais. Bon, OK. Mais ça ne m'empêche pas aussi de poser cette question. Oui, il n'y a pas de problème. OK. Et comment vous gérez cette situation, c'est-à-dire cette vie handicapée par rapport à votre foyer, c'est-à-dire par rapport à votre mari? Comment votre mari vous traite dans votre état actuel? Voilà. Donc, je sais que vous arrivez à convaincre vos enfants de votre état de handicap. Mais votre mari, comment lui, il vous traite? Comment il vous voit? Est-ce qu'il ne voit pas autre femme après vous? Ou bien à cause de votre état, vous dites que vous n'arrivez pas à tout faire? Il faut parler de ça là, à nous, quoi, aux autres femmes qui sont ici. D'accord. Parce que Merci, monsieur Anthony. Nous voilà, allons faire. non, excusez, j'ai une troisième question. D'accord. J'ai une autre troisième question. C'est que j'aimerais demander aux administrateurs ou bien aux organisateurs, comités d'organisation qui sont ici, de permettre aux autres femmes ou bien aux autres de s'exprimer aussi en langue maternelle. Là, on aura beaucoup de femmes ou bien beaucoup d'intéressés sur la page. Parce que j'ai constaté que c'est seulement en français, ce qui disqualifie les autres. Alors qu'on veut une société inclusive. Vous voyez? Voilà. Donc, je m'en arrête là. Je vais revenir encore. Merci beaucoup, Anthony. Oui. Maintenant, Madame Georgette, vous répondez en même temps ou... Oui, oui, je vais répondre directement. Je pense que la première question, c'était de savoir comment
comment je me tenais lorsque je n'étais pas en situation de handicap et Voilà. comment je vis ma situation maintenant étant en situation de handicap. Moi, j'aime beaucoup utiliser le terme en situation de handicap parce qu'au début, je pense que lorsqu'ils avaient voté les conventions et tout, c'est en situation de handicap qu'on devait utiliser pour toutes les personnes et tout, parce que ça atténuait un peu le thème un peu brut de personnes. Les gens même n'utilisaient même pas personne, ils utilisaient handicapé. Voilà, ça atténuait un peu l'effet brut de, comment je vais dire ça, de l'appellation. Donc, moi, je suis toujours restée sur le thème en situation de handicap et tout, parce que pour moi, il y a des handicaps peut-être qui sont permanents, qui sont éternels, mais bon, il y a d'autres aussi qu'on peut guérir, il y a d'autres aussi qu'on peut soigner, il y a d'autres aussi, il y a toujours des solutions. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup utiliser le terme en situation de handicap. Mais là n'est pas la question, le truc. Alors, ce que j'aimerais signifier, c'est que au début, j'ai dit, moi, j'ai été en situation de handicap depuis l'âge de 3 ans. C'est à l'âge de 3 ans que j'ai fait mon accident. Donc, un accident banal, c'est juste une fracture. Je suis tombée d'une balançoire, ça a créé une fracture. Il y a eu un mauvais diagnostic avec les médecins et tout. Ben, je devais recevoir une opération chirurgicale sur le temps. Sur le coup, ben, il y a eu un mauvais diagnostic, il y a eu un mauvais traitement. Et finalement, ben, je vais parler peut-être un peu de négligence qui a fait que, voilà, je me suis retrouvée dans cet état. Pour dire vrai, je ne me souviens pas réellement de mon état quand j'avais 3 ans. Voilà, quand j'avais 3 ans, je ne sais pas comment je traitais forcément mes amis qui étaient en situation de handicap. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai été handicapée, dans un premier temps, je vais dire que ce sont mes parents déjà qui m'ont forgé au fait. Le caractère que j'ai eu aujourd'hui, qui a permis que j'ai beaucoup confiance en moi, je vais dire que ce sont mes parents qui m'ont forgé jusqu'à ce que je puisse grandir et jusqu'à ce que je puisse les perdre. Ça, c'est un détail. Jusqu'à ce que je puisse les perdre à un âge très jeune. Et du coup, mes parents me donnaient beaucoup d'attention, ils me donnaient beaucoup d'amour, ils me faisaient comprendre que je n'étais pas différente en fait. Ils me montraient que, ben... Et moi, dans mon entourage, par contre, au début, j'ai des amis qui n'aimaient pas jouer avec moi. Je me sentais rejetée. Les gens n'aimaient pas ma compagnie quand j'étais beaucoup petite. Voilà, ils n'aimaient pas ma compagnie, ils n'aimaient pas m'intégrer dans leur... Voilà, ils n'aimaient pas m'avoir comme amie. Il y avait des gens, par contre, qui aimaient m'avoir comme amie. Mais les personnes avec lesquelles je marchais beaucoup, c'était des personnes qui n'étaient pas handicapées. Et lorsque je marchais avec ces personnes, elles ne me faisaient pas sentir en fait que j'étais différente. Parce que ben, on se traitait toutes dans le même lot. On faisait tout pareillement. Il y a des choses même auxquelles même souvent mes parents me disaient mais tu ne peux pas le faire, mais bon, moi je pouvais le faire. C'est pour dire que ce dont je me rappelle, c'est que quand je me suis retrouvée en situation de handicap et en âge de comprendre que j'étais en situation de handicap, j'ai eu des moments où, voilà, où les gens ne voulaient pas m'avoir comme amie. Ben, j'ai eu des moments aussi, il y a des gens qui aimaient beaucoup ma compagnie. Ben, ce sont des moments, franchement, qui m'ont forgé, qui m'ont fait comprendre que je devais tout simplement transformer cela en atout. Moi, c'est mon slogan. Je devais juste transformer ces petits obstacles, ces petites barrières-là en atout pour pouvoir créer quelque chose de plus solide pour moi, en fait. Et la deuxième question, je pense que c'était la suggestion du fait qu'on ait voté une loi pour ne plus utiliser le terme en situation de handicap. Je pense que quand j'ai pris la parole, j'ai déjà expliqué un peu pourquoi moi j'utilise beaucoup ce terme. C'est pas interdit en soi d'utiliser personne handicapée. C'est ce qui est recommandé lorsqu'il y a un handicap permanent. C'est interdit aussi d'utiliser en situation de handicap lorsqu'il y a un handicap qui est, comment on va dire ça, qui est temporaire. Voilà. Ouais. De toute façon, pour moi, on peut utiliser les deux. Parce qu'il arrive des moments où il y a une personne même qui est handicapée permanente qui se retrouve dans une situation de handicap. Parce qu'elle peut arriver dans un endroit où elle ne peut pas avoir accès. Donc, elle est deux fois en situation de handicap. Donc, pour moi, les deux peuvent s'utiliser. Ensuite, pour la question de savoir comment j'arrive à gérer les enfants, comment j'arrive à gérer mon foyer, comment j'arrive à faire face comment j'arrive à gérer mon mari et tout. Bon, c'est vrai que c'est un thème un peu plus sensible, mais j'aime bien répondre. Parce que lorsque j'ai rencontré mon mari, c'est pas quand il est rencontré qu'il y a eu mon accident. Il m'a vu. Il m'a vu. Quand il était en train de marcher pour venir
cassé mes reins un peu, il m'a regardé, il m'a vu. Il dit, c'est celle-là que moi je veux. Voilà. Et moi, j'aime bien, comme je dis, quand je suis dans un environnement, je n'aime pas me faire sentir que, voilà, je dois m'apitoyer sur mon sort. Mais je fais comprendre également à mon entourage que vous m'avez vu et puis vous m'avez choisi comme ami. Vous m'avez vu et puis vous êtes venu vers moi. Vous m'avez vu et puis vous avez décidé de faire de moi peut-être votre meilleur ami, que ce soit une personne qui veut me faire des avances. Il m'a regardé et puis il est venu vers moi. Donc, dès le début, pour moi, c'est important d'avoir toujours des discussions avec ses conjoints. N'ayez même pas peur. Il ne faudrait pas que vous ayez peur. Et apprenez à regarder aussi les actes. En ce qui concerne ces relations extra-conjugales ou quoi, bon, j'aime pas beaucoup m'apitoyer sur ce genre de choses parce que je pense que chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut. Si tu m'as regardé et puis tu dis que c'est moi que tu veux et que tu décides de partir peut-être ailleurs ou quoi que ce soit, moi, je pense que ça n'engage que toi. Mais ce que je veux dire, le plus important, c'est que il faudra toujours que vous ayez une discussion avec votre conjoint. Chérie, c'est vrai. Peut-être il arrive des moments où il y a des gens, peut-être, ils sont pas là pour faire des relations sérieuses. Ça existe. Ça existe. Mais il faudra aussi qu'on ait le discernement. Et ça, je le dis toujours, c'est très important. Surtout pour les personnes qui sont en situation de handicap. C'est très, très important. Il faudra qu'on apprenne à avoir le discernement. Parce que nous, on s'attache beaucoup. Nous sommes des personnes on s'attache très rapidement. Il faudra qu'on apprenne aussi à faire la part des choses pour éviter qu'on ait des blessures, comment je vais dire ça, des blessures internes. Il faudra aussi qu'on apprenne à faire la part des choses pour ne pas s'attacher à des gens qui ne vont pas nous donner ce qu'on veut. Donc, pour moi, c'est important de discuter dès le début. Ah, chérie, c'est vrai que peut-être on est arrivé à une étape. Tu dis que tu m'aimes et tout, d'accord. Mais voilà, je suis en situation de handicap. Ayez cette discussion, n'ayez jamais peur. Qu'est-ce que tu penses du fait que je sois handicapée? Comment tu penses que tu peux évoluer avec moi? Comment tu vois la société peut avoir un impact sur lui, peut-être son avis, mais toi aussi, il faudrait que tu puisses t'asseoir aussi et que tu discutes avec lui. Et en fonction peut-être de ses réponses, tu sauras un peu comment tu pourras avancer, comment tu pourras faire ta vie, comment tu pourras planifier. Mais c'est très important pour moi. N'ayez surtout pas peur de dire non, j'ai peur. Si je demande, il va me dire ça. Non. N'ayez pas peur. Apprenez à affronter ça. Apprenez à discuter. Ce n'est pas pour moi un sujet tabou. Donc, c'est important que vous ayez ce genre de discussion-là. Donc, je pense que c'est ce que moi, je voulais dire. Donc, comme j'ai dit, il m'a vu. C'est comme on le suit. Voilà, c'est pas comme si lorsqu'on a décidé de se mettre ensemble, ma situation de handicap a décidé de changer ou bien voilà, ça s'est transformé. Non. Voilà, il m'assume pleinement. Il n'a pas honte de dire oui, non, il m'assume pleinement. Et puis surtout que je suis engagée comme ça. Là même, il est encore plus fier de moi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok. Et si vous permettez, je peux vous poser une question pour dire quelles sont les qualités que vous avez développées en vous et qui fait de vous aujourd'hui une personne reconnue, respectée, responsable. D'accord. Les qualités que j'ai eu à développer qui font qu'aujourd'hui, je suis une personne respectée, reconnue. Je dirais, comme j'ai eu à résumer un peu mon parcours, je dirais que mes épreuves. Parce que j'ai eu à parler de mon handicap sans filtre, sans artifice. Je ne suis pas venue juste venir faire la belle pour dire, ouais, genre, je suis belle, mais bon, voilà, aujourd'hui, je suis en situation de handicap. Je suis venue parler de mon histoire sans filtre. C'est-à-dire de la manière que j'ai vécu ma vie, mon histoire, comment j'ai fait. Mais c'est comme ça que je racontais à chaque fois, la manière dont je ressentais les choses de la société. C'est comme ça que j'ai raconté mon histoire chaque fois sur les réseaux. Et à partir de cet instant-là, ça a eu un impact. Et l'impact que ça a eu, ça m'a permis, par exemple, de faire des plateaux télévisés. Ça m'a permis d'intégrer des ONG, comme j'ai dit, des associations, de travailler avec des gens qui nous font confiance, qui ont décidé de travailler, de créer leurs ONG. Ils ont vu en moi, en fait, avec l'audace que j'ai eu à faire, ils ont vu en moi une personne qui est compétente. Parce que je ne parlais pas simplement de mon handicap, en quelque sorte, mais je parlais en fait de ce que je pouvais apporter. Je parlais en fait de mes compétences. Voilà. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir, je ne vais pas venir parler pour dire non, aujourd'hui matin, je me suis réveillée, oui, mon pied s'est tordu ici, non, demain, non. Je parle du handicap, oui, mais en plus de ça, je mets une barrière pour dire que je mets les personnes handicapées
je donne une valeur et je montre le handicap sous un autre angle. Mais en plus de ça, je parle de moi, mes compétences. Si on m'a invité, par exemple, dans un atelier pour les personnes handicapées, ben, je publie. Si on m'a invité dans un atelier sur l'environnement, mais je publie. Si on m'a invité, si j'ai rencontré un ministre, ben, je publie. Pour dire que je suis handicapée, oui, c'est vrai, mais voilà ce que je peux faire et voilà les points dans lesquels je rentre. Voilà les discussions, les ateliers auxquels j'ai pris part pour montrer qu'en plus du handicap, j'ai les compétences. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui que les gens ont décidé de mettre un respect sur ma personne, sur mon nom, sur moi, en fait. Ok, c'est bon. Je vais intervenir à la fin. Okay. Les autres ont fini de parler. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Madame Georgette. Merci, Monsieur Amponi. Ifizi, à vous la parole. Bonsoir. D'accord. Oui. Il y a une personne qui n'a pas fermé son micro. Hein. Il y a un monsieur qui n'a pas fermé son micro. Monsieur Yves-Emmanuel, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Okay. Comment le changer? Excusez-moi. Désolée, je reviens. Excusez. En attendant que notre invité ne revienne, Monsieur Anthony, est-ce que vous avez d'autres points à aborder? Oui, j'ai d'autres points à aborder. Et sinon, j'aimerais vous demander de nous aider à sensibiliser les autres personnes handicapées autour de nous à intégrer une association. C'est-à-dire que ces personnes handicapées aient une vie associative. Parce que pour évoluer aujourd'hui, c'est par association que le partenaire ou le gouvernement aide maintenant. Si tu n'es pas dans une association, c'est difficile à gérer. Donc, aidez-nous à sensibiliser
ces personnes-là. Deuxième point, je le disais, mais j'aimerais attirer encore votre attention sur ça. Concernant la langue que nous utilisons, parce qu'on veut une société inclusive et que c'est seulement une seule langue qui est privilégiée. Alors, ça disqualifie les autres langues. Et du coup, les autres personnes handicapées ou non handicapées Je suis là. Qui ne sont pas instruites, alors ils sont obligés de nous regarder comme un mouton. Ouais. Donc, là, vous allez penser dans ce sens, si on parle français jusqu'à un niveau donné, vous allez faire le résumé au moins en fond pour les autres, alors ça va leur permettre de nous suivre. Et s'ils veulent intervenir, ils n'ont qu'à intervenir dans leur langue et vous allez traduire ça en français pour la présentatrice ou bien le présentateur. Là, nous sommes en train de construire une société inclusive. Merci beaucoup. Monsieur Anthony, merci à vous. Notre personne ressource est de retour. Nous allons lui permettre de répondre aux interrogations de Ifisi. D'accord. La première interrogation, je ne sais plus si je peux jouer là. Si elle peut répéter la question, s'il vous plaît. Je n'ai que la deuxième. Je pense que, d'accord, je pense que les deux questions se rejoignent, si je ne me trompe pas. La première question, on doit faire peut-être une distinction entre notre engagement en tant qu'activiste et puis la politique. Et puis la deuxième question, c'est de savoir si on se rencontre entre deux activistes d'un parti politique différent, comment on compte, comment on va dire ça, comment on compte atteindre notre objectif qui est l'émancipation des personnes en situation de handicap. C'est bien cela? Ok, d'accord. Donc, pour répondre plus simple, moi, je dirais que lorsqu'on a un combat, lorsqu'on mène un combat en tant qu'activiste et lorsqu'on mène un combat en tant que parti politique, je pense qu'il y a une différence déjà. Il y a une différence parce que dans un parti politique déjà, il y a, comment je vais dire ça, il y a un planning, il y a quelque chose qui est déjà tracé. On vous donne des directives, si je peux dire ça comme ça. On vous donne des directives que vous devez suivre. Maintenant, dans le parti politique, à vous de pouvoir vous démarquer pour pouvoir introduire les décisions auxquelles vous voulez, les décisions que vous voulez que le parti peut-être prenne en compte, les décisions que vous voulez que le parti, les décisions que vous voulez qui vont permettre au parti de mieux vous accompagner. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai qu'on on sera peut-être sur les instances de décision, on sera là en tant que partis politiques différents. Oui, ça c'est clair. Mais l'objectif commun est de permettre l'émancipation des personnes en situation de handicap. Mon engagement en politique ne doit pas éteindre mon engagement en tant que cyberactiviste. Et lorsqu'on rentre en politique, déjà, il faudrait avoir un objectif. Si moi, je suis rentrée en politique parce que je pense que la société doit être belle, là, je n'y vais pas en tant que personne handicapée. Là, je m'engage en politique parce que je veux qu'on embellisse juste la ville. Je ne me déclare même pas même en tant que personne handicapée. Et je pense que ça existe. Il y a des gens qui rentrent en politique, qui rentrent dans des instances de décision. Elles se reconnaissent même pas même en tant que personne handicapée. Ça existe. Maintenant, à partir du moment où je me reconnais en tant que personne handicapée et que je rentre
dans les instances de décision, pour moi, il n'y a pas de choix à faire, que ce soit dans mon engagement cyberactiviste ou bien dans la politique. Si j'ai mon confrère qui n'est pas du même bord politique que moi, décide de voter peut-être une loi pour l'émancipation, ben je vais tout simplement l'accompagner. Je vais tout simplement l'accompagner, même si je rentre peut-être avec un autre objectif. Mais à partir du moment où ça doit faire du bien à tout le monde, ben je vais décider de m'associer à cette personne-là pour l'accompagner. Et pour moi, nos intérêts personnels ne doivent pas primer sur l'intérêt général, tout simplement. Donc, lorsque vous rentrez en politique, ayez d'abord, comment je vais dire ça, ayez d'abord un planning, si je peux appeler ça comme ça, un programme, la raison pour laquelle vous décidez de vous engager, pourquoi vous voulez rentrer. Si vous rentrez juste parce que vous voulez manger, ben, vos actes vont parler pour vous. Si vous rentrez dans la politique parce que vous voulez impacter, ben, vos actes vont parler pour vous. Je ne dis pas cela parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas aux instances de décision. Non. Je ne dis pas aussi que lorsque tu es dans les instances de décision, il ne faudrait pas que tu acceptes ton salaire. Tu dois accepter ton salaire, mais il faudrait que tu apprennes à faire la part des choses. Aujourd'hui, là, je pense que humainement parlant, il y a beaucoup de personnes qui ne s'engagent plus en politique en tant qu'être humain. Voilà, parce qu'il y a des gens, bon, ils parlent, lui, c'est vraiment fini de faire le discours, mais une fois qu'ils rentrent, ils balayent du revers de la main la raison ou bien les combats qu'ils ont décidé de mener. Mais comme moi, j'ai dit, moi, mes combats ou bien mes actions, même mon engagement, je les menais déjà toute seule. Je les menais de manière, c'est-à-dire que les moyens avec lesquels je suis partie là, je les ai menés seule. De toute façon, je pouvais m'arrêter à un moment parce que j'avais fini de raconter ma vie sur les réseaux. Mon histoire que les gens devaient connaître là, avait fini de dire. Donc, je pouvais dire, bon, vu que j'ai fini de raconter mon histoire, je m'arrête là, je n'ai plus rien à faire maintenant des autres. Mais je dis non, je continue, je décide de m'engager dans telle chose. Parce que pour moi, lorsque j'ai commencé, j'ai vu qu'il y a un réel besoin. Et j'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui peut oser. Ce n'est pas tout le monde qui peut résoudre. L'État aussi ne peut pas tout résoudre tant que nous-mêmes, on ne se lève pas. Donc, je pense que à la question de savoir l'objectif de l'émancipation, je pense que j'ai répondu. Maintenant, je ne sais pas si la première question, si j'ai répondu également. D'accord, je pense que le conseil que je peux donner aux jeunes pour une réelle inclusion, c'est que au débat, je pense que dans une question en haut, j'avais parlé de sensibilisation. J'avais demandé à ce qu'on puisse mettre l'accent sur la sensibilisation. Oui, on va mettre peut-être l'accent sur la sensibilisation, mais je pense qu'il faudrait aussi qu'on puisse mettre en avant des projets concrets, des trucs mesurables. C'est-à-dire, il ne faudrait pas juste qu'on se limite à la sensibilisation pour dire oui, il faudrait aujourd'hui qu'on fasse l'inclusion pour les personnes qui sont en situation de handicap. On fait le projet, non, il faut prendre tel nombre de personnes en situation de handicap, il faut prendre tel nombre pour les. Non. Par exemple, moi, ici, aujourd'hui, je pense qu'on avait l'association dans laquelle j'ai eu à travailler, on a coordonné un projet qui est l'accessibilité. L'accessibilité, que ce soit des moyens de transport, des infrastructures. Et moi, mon plus grand combat aujourd'hui, c'est le sens de priorité. Ici, l'État, il peut ne pas savoir. Bon, je peux dire que peut-être qu'il sait, mais il n'est pas dans cette situation-là. Donc, ça l'importe peu. Et ce qui permet aujourd'hui peut-être qu'il puisse maintenir son pouvoir, lui, il sait sur quoi il doit taper, ou il sait comment il doit faire les choses pour que peut-être il puisse rester là où il est aujourd'hui. Mais nous, les personnes en situation de handicap, comme on a dit, quels sont les projets aujourd'hui qu'on peut mettre en avant pour permettre à l'État d'avoir une visibilité sur notre situation. Et le projet de l'accessibilité des moyens de transport, le projet de l'accessibilité des infrastructures. Aujourd'hui, on a des infrastructures où il y a des bâtiments R+5, il n'y a pas d'ascenseur. Il y a des bureaux, mais il y a des administrations même où ce sont des bâtiments R+2, R+3. Il n'y a pas d'ascenseur. Bon, on peut dire que peut-être 10% de la population est en situation de handicap. Bon, toi, tu es une personne en situation de handicap, tu rentres, tu fais comment? Il n'y a pas d'accessibilité.
tu rentres dans des centres commerciaux, ils n'ont pas le sens de priorité de savoir que s'il y a une personne, par exemple, qui est en situation de handicap qui vient devant vous, bon, il y a des gens qui le font juste par gentillesse, quoi. Non, bon, peut-être, bon, comme tu es en situation de handicap, je le fais. Mais ça doit être une obligation. On doit faire comprendre aux gens que ça, c'est une obligation. Donc, lorsque tu arrives dans le centre commercial, la personne qui est devant toi doit savoir que tu as un certain handicap. Donc, tout le rang, même si le rang même fait 1 kilomètre, toi, même si tu es derrière, tu dois passer devant. Parce que tu ne peux pas attendre comme ceux qui sont derrière. Donc, ça, par exemple, ce sont des projets qu'on doit pouvoir soumettre, par exemple, on doit pouvoir soumettre, pouvoir permettre l'inclusion des personnes qui sont en situation, notamment l'éducation. Aujourd'hui, par exemple, dans l'éducation, chez nous en Côte d'Ivoire, on a des centres spécialisés pour les personnes non-voyantes et pour les personnes sourdes. On va dire peut-être malentendantes, mais bon, on va dire sourdes. Il y a 2 écoles, et je dis bien 2, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Il y a 2. Bon, comment nous, personnes handicapées, quel est le projet qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse permettre à ce que, comment on va dire ça, à ce que l'État, en fait, doit, à ce que l'État puisse comprendre qu'il doit construire encore des écoles spécialisées. Parce que ça, pour moi, c'est l'inclusion. À partir du moment où l'État prend en compte des besoins des personnes handicapées, moi, j'appelle ça l'inclusion. Parce qu'il a pris en compte, il a mis dans des réalités des personnes qui sont en situation de handicap. Là, on sait qu'on est pris en compte. Moi, j'appelle ça l'inclusion. Parce qu'une personne malentendante, c'est vrai qu'on veut que tout le monde soit dans le même bateau, mais il faudra aussi qu'on soit réaliste. Et pour moi, il faudra qu'on soit logique. Une personne qui est malentendante, ça sera difficile pour elle d'assimiler lorsqu'elle sera avec une personne qui est non handicapée. Ce sera difficile. Donc, il faut faire des formations. Il faut avoir des formations pour les éducateurs spécialisés qui pourront accompagner ces enfants-là. Il faudra qu'on ait des écoles pour ces enfants-là. Il faudra aussi que l'éducation aussi des personnes handicapées soit enseignée dans les écoles dès le bas âge. Un professeur doit être capable de dire à son étudiant ou bien à son élève, lorsque la personne est en train de subir un harcèlement parce qu'elle est en situation de handicap, le professeur doit taper sur la table et dire non. On doit avoir peut-être des rubriques spécialement pour en parler aux enfants. Tout ça, bon, c'est la sensibilisation. Mais pour moi, ce sont des actions concrètes. Une fois qu'on voit qu'il y a ce genre de projets là, qui sont mis en avant, vous verrez que l'État va tout simplement accompagner. Il va tout simplement accompagner. Il va dire, ben oui, c'est vrai que je suis l'État, il ne peut pas savoir tout, il ne peut pas tout faire. Mais ces gens, aujourd'hui, ils m'ont donné des exemples concrets, ils m'ont donné des besoins concrets auxquels des besoins que je peux résoudre tout simplement. Parce que c'est beau de venir parler de la sensibilisation. Oui, on fait l'inclusion des personnes, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour qu'il y ait inclusion? Parce que moi, souvent, aujourd'hui, par exemple, je suis exaspérée d'entendre inclusion dans tous les disques. Inclusion, mais à la fin, il n'y a rien qui est fait. Et moi, aujourd'hui, j'arrive à rentrer dans des trucs parce que j'ai tapé sur la table. Parce que j'ai osé. J'ai osé parler. J'ai osé dire. J'ai osé rentrer dans des coins. Même si je rentre, que les gens me regardent bizarrement, au moins, je suis rentrée. Donc, maintenant, quand je rentre, et puis, ils ont besoin de personnes ressources, des personnes handicapées, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit là, il y a des projets internationaux là où on te dit, on te notifie qu'on a besoin de tel quota de personnes handicapées. Mais ils ont dit, ah, mais la fille là, la dernière fois, elle est rentrée dans tel coin, c'est une personne handicapée, c'est une personne ressource. Il va chercher son numéro. Ok, d'accord. C'est à cet instant-là que moi, il prend la parole et puis il peut porter la voix des jeunes. Et puis je peux donner il peut dire que j'ai permis qu'il y ait des instances de décision. Lorsque moi, je me suis engagée en politique là, dans la liste dans laquelle on voulait être là, on cherchait des personnes handicapées. C'est-à-dire que dans la liste qu'on devait être, on cherchait un quota de femmes déjà, et puis un quota de personnes handicapées. Ben, il suffisait juste que la personne regarde mon profil sur les réseaux sociaux et puis cherche que, ah ben oui, c'est vrai que tu as un engagement. Et puis il y a une personne avec qui j'ai travaillé qui a compris un peu, comment on va dire, mon engagement et mon besoin de rentrer dans les leçons de décision. C'est comme ça j'ai saisi l'opportunité. Ils pouvaient dire, ah, mais je suis un certain exemple. S'ils rentrent, là, les gens vont dire que, mais toi, là, tu viens faire politique alors que les gens ne vont pas t'écouter. On ne rentre pas en politique pour t'écouter une première fois. Il faut oser déjà. Et puis faire comprendre aux gens que déjà on se donne de la valeur et qu'on a des compétences qu'on peut donner à sa société. Je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai parlé beaucoup. Merci beaucoup, Madame Zodette. Vous avez su répondre rapidement aux attentes
de Ifizi. J'espère, Ifizi, que vous êtes comblés. Ok. 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 Maman, maman. Ben, je sais pas si peut-être ce que je comprends, c'est que techniquement, j'ai pas répondu à la question. C'est si. Euh, D'accord, ok. En tant que directeur ou président de ONG pour les personnes qui sont non handicapées déjà, comment est-ce que je peux proposer des projets pour permettre l'intégration, c'est ça, des personnes handicapées? Mhm. Où on n'a pas d'inc... Ah, ok. C'est-à-dire, par exemple, l'ONG présente un projet où on ne notifie pas nécessairement qu'on a besoin de personnes en situation de handicap. Ok, d'accord. Euh, Là, je sais pas comment je vais répondre. Je vais essayer de répondre de manière technique. Parce qu'après, moi, comme ça, je ne suis pas à la place du directeur de l'ONG. Je ne suis pas à la place du président de l'ONG. Mais je vais essayer de me mettre à la place. Pourquoi? Dans le sens où j'ai déjà connaissance de ce que c'est que déjà le handicap. Parce qu'il faut avoir, c'est-à-dire que pour que on ne notifie pas nécessairement qu'on a besoin de telle personne dans un projet, il faut avoir connaissance déjà que dans l'inclusion, on mélange tout le monde. Ça, c'est clair. Ça, c'est déjà un point. Et comment je vais dire ça? Et lorsque je rédige le projet, c'est-à-dire dans ma façon de faire déjà, tout ce que je fais doit être accessible. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, je dis un truc bidon. Par exemple, je me rappelle une année, on est allé dans une entreprise pour faire une journée carrière. Vous comprenez? La journée carrière, la journée carrière à laquelle on a eu à participer, c'était nécessairement une journée carrière pour les personnes qui sont en situation de handicap. Mais c'était difficile pour eux de notifier que la journée carrière et la journée coaching, par exemple, était, et, comment on va dire ça, je sais pas comment on va dire ça, n'était pas pour tout le monde, en fait. Donc, lorsque nous sommes arrivés dans l'entreprise déjà, le projet qu'ils ont eu à nous soumettre, c'était un recrutement pour les personnes handicapées. Je ne sais pas si je peux créer l'amalgame, mais je vais essayer de répondre. C'était un projet nécessairement pour les personnes qui sont en situation de handicap. Mais quand nous sommes arrivés déjà, les gens avaient déjà connaissance de ce que c'est que le handicap, de comment intégrer déjà les personnes handicapées et tout, de savoir qu'il y a tel type de handicap, il y a combien de types de handicap, comment on fait pour permettre que ces personnes-là puissent, par exemple, nous écouter, puissent écrire, puissent travailler, puissent monter les escaliers, puissent s'asseoir. Je pense que ça, d'abord, ça commence par l'environnement. Parce que même si on veut faire un projet où on dit on ne notifie pas nécessairement les personnes handicapées, il faudra déjà qu'on comprenne déjà l'environnement dans lequel on veut se mettre.
Parce que généralement, même quand on ne notifie pas, les personnes handicapées ne se sentent pas concernées. Aujourd'hui, on est dans un monde où si on ne notifie pas qu'on a besoin de personnes handicapées ou bien la candidature des personnes handicapées aussi comment on va dire ça, est nécessairement souhaitée, vous verrez qu'il n'y aura pas de personnes en situation de handicap. Moi, par exemple, comme je dis, je connais déjà mon environnement. Je connais déjà mon mindset. Je connais déjà mon... Une fois que je vois comment on va dire ça, un projet auquel je sais que j'ai des compétences pour postuler, je postule. Lorsque j'arrive devant le recruteur, je ne mets pas mon handicap en avant. J'ai postulé en tant que personne lambda, personne non handicapée. Donc, quand j'arrive, ce sont mes compétences que je mets en avant. Il faudrait juste que l'ONG sache tout simplement, ils connaissent l'environnement. Donc, lorsqu'il va pouvoir parler de la candidature, il faudrait que les personnes handicapées se sentent concernées. Je ne sais pas si c'est compris. Parce que ça sera difficile, en fait, de pouvoir faire une annonce ou bien de faire un projet sans que la personne handicapée même se sente concernée, sans qu'elle-même elle sache qu'on n'a pas besoin de notifier qu'elle peut postuler à un projet de personnes non handicapées. Je pense que c'est ça, en fait. Parce qu'on a déjà commencé cette sensibilisation où, pour que les personnes handicapées puissent postuler, on doit notifier nécessairement. Je ne sais pas si on comprend un peu. Je ne sais pas si c'est bon. Oui. Voilà. Ben, exactement. Maintenant, ce que je voulais aussi qu'on notifie, dans notre sensibilisation, par exemple, on doit mettre un accent dessus. Parce que je pense qu'on oublie souvent de mettre un accent dessus pour dire, vous n'êtes pas obligé de voir une annonce spécialement pour les personnes handicapées pour aller postuler. Non. Vous n'êtes pas obligé de voir qu'il y a un quota pour les personnes handicapées et vous devez postuler. Non. Vous devez tout simplement vous dire que vous avez les compétences. Je suis une personne, je suis allée à l'école, j'ai un master, j'ai un doctorat, j'ai une licence, j'ai un bac. Ils ont demandé une annonce. On n'a pas besoin de notifier que je suis en situation de handicap pour pouvoir postuler. Si je sais que j'ai les compétences et qu'on est dans un environnement où il y a l'égalité de chance, je postule tout simplement. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait des annonces spécialement pour nous. S'il y a des annonces spécialement pour nous, ça, c'est déjà un avantage. Ça, c'est bon. D'accord? Mais je pense qu'on doit mettre un accent également sur nous aussi, notre sensibilisation dans ce sens-là. Parce que la sensibilisation, dès le départ, a déjà été, comment on va dire ça, ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes handicapées aujourd'hui comment on va dire ça, ont accueilli, c'est ça. Tant qu'on ne notifie pas qu'on a une situation de handicap, on ne doit pas postuler à un truc. Non. C'est ça que tu as les compétences pour. Tu es une personne lambda, tu es un être humain, tu peux postuler. Et moi, je pense que c'est ce que je voulais ajouter, en fait. Merci beaucoup, Madame Georgette. Je résume ce moment d'interaction avec les participants et ce qu'il faut tout simplement retenir, c'est oser, croire en soi, oser et laisser nos compétences parler pour nous. Ne pas forcément attendre qu'on nous notifie que voilà, on a besoin des personnes en situation de handicap ou des personnes handicapées avant de postuler à une offre, avant de saisir une opportunité. Donc, ne pas laisser notre handicap être une limite en soi, ne pas laisser le handicap être une limite pour saisir les opportunités, pour saisir les offres qui se présentent. Toujours oser et croire en soi, tout simplement. Merci, Madame Georgette. Merci à nos participants, participantes. Je pense qu'on va clore ce moment d'échange et poursuivre les discussions via WhatsApp s'il y a lieu de poursuivre les échanges. Et avant de nous quitter, retenons. Oui, c'est ça. S'il vous plaît. Si Anthony, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne clore ce moment d'échange? Oui. Nous sommes très contents de faire sa connaissance.
nous souhaiterions qu'elle ne soit pas loin de nous prochainement et qu'elle nous aide à trouver le chemin du bonheur de temps en temps. Comme elle a su gagner pour elle, qu'elle nous aide, nous autres, à emprunter ses pas. Également, nous demandons aux organisateurs ou bien aux organisatrices, surtout ici, coordonnatrices ici, là, de mettre son contact dans notre forum avec son nom. Là, ça va nous aider dans notre CV. Nous allons insérer ça sur notre CV également. Et Oui, ça me donne. Okay. Voilà. Et si possible aussi, la coordonnatrice ici pourrait faire un rapport par rapport à cette séance. Ça va nous aider beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Okay. Oui. Voilà. Je vous lis. Allô? Yeah. Oui. Mm-hmm. Même par rapport à ça, là, pour faire interprétation, pour faire le résumé en langue mina, par exemple, moi, je suis disponible. Moi, je suis disponible pour ça. Merci. Madeleine, on vous écoute. S'il n'y a plus d'autres interventions, nous allons... Oui, Monsieur Michel, oui, allez-y. Oui, madame. Et vraiment, je suis content pour mon secrétaire communal qui vient de parler, Monsieur Anthony, pour toutes ces questions qu'il a posées. Et vraiment, ceci, c'est une doléance que je voudrais vraiment demander à Madame Georgette. Si Madame pouvait alors avoir un contact, c'est-à-dire un lien avec nous, les personnes handicapées de la commune de Comé, c'est-à-dire précisément au Bénin ici, parce que nous avons une grande association dans la commune et notre forum, on l'appelle Astra Bénin. Voilà, et c'est une ONG pour nous. Si vraiment madame peut y avoir un lien avec nous, là, pour pouvoir nous aider à sensibiliser les personnes handicapées dans notre commune et faire, si cela peut y arriver, si possible, on peut même voir son déplacement au Bénin. Vraiment, on serait très fiers. Parce que c'est des gens comme ça que nous voulons dans notre commune, des gens compétents comme ça, vraiment des leaders, quoi, comme ça, que nous voulons dans notre... Merci beaucoup, Monsieur Michel. Je pense qu'on va poursuivre ces échanges-là en off avec Madame Georgette. D'accord. Une fois,
Une fois encore, merci à tous et à toutes pour votre présence à ce deuxième numéro des Assises inclusives. Et avant de nous quitter, retenons tout simplement que le véritable leadership ne consiste pas seulement à réussir pour soi, mais à ouvrir la voie pour les autres. Et nous voulons construire une société inclusive. Il ne s'agit pas donc de juste faire la place aux personnes handicapées ou aux personnes en situation de handicap, mais de reconnaître pleinement leurs valeurs, de leur accorder la place qui leur est destinée, Voilà. tenant compte de handicap, mais en tenant compte des compétences de ces personnes. Voilà. Nous avons découvert les coulisses d'une réussite, mais surtout la force d'une femme qui transforme les obstacles en opportunités. Et puis, si on nous continue chacun à notre niveau à bâtir un monde où le talent, l'engagement et le leadership ne seront jamais limités, autant pour moi, par le genre ou le handicap. Merci encore pour votre présence et on se dit à très bientôt pour le 3e numéro. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bye bye. Merci.